c'est bon. Donc, c'est bon, tu peux y aller, Nicolas. Oui, donc bonjour tout le monde. Merci Dimitri pour cette invitation. Merci à Francogénie pour me donner la chance de présenter sur ce sujet d'actualité. Donc, comme le disait Dimitri, je suis directeur technique béton et granulat pour l'Est du Canada. Je m'occupe également de la R&D chez Lafarge à l'Est du Canada. Ça fait 15 ans que je suis au Québec. Je suis français à la base. Puis, j'ai participé surtout à mes premières années de manière active à Francogénie. Donc, ça me fait plaisir de revenir présenter aujourd'hui. Donc, comment j'ai structuré juste la présentation jusque-là. Vous voyez mon écran? Oui. Est-ce que c'est encore en mode présentation ou c'est enlevé? C'est assez enlevé le mode présentation. On voit le PowerPoint. OK. C'est bon. Donc, je vais juste brièvement présenter la compagnie ici, notre empreinte au Québec. Puis après, on va rentrer rapidement dans le vif du sujet. Sur des questions, j'essaie de structurer autour de quelques questions clés sur le béton bas carbone. Donc, pourquoi le réduire? Comment le mesurer? Et ensuite, comment réduire l'empreinte carbone et comment le spécifier ou du moins l'utiliser concrètement sur des projets, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui. Puis, je vais essayer d'être assez, pas bref, mais assez pour laisser un petit peu de temps en fin de présentation pour des questions. Donc, Lafarge sur l'Est du Canada. Donc, au Canada, Lafarge est splitté, mais est réparti entre l'Ouest et l'Est. L'Est du Canada, chez Lafarge, c'est l'Ontario, le Québec et les Maritimes. C'est à peu près 2200 employés, 500 sites industriels où principalement on produit du ciment, des granulats et du béton. Donc, pour ceux qui savent, qui savent pas de quoi est composé le béton est composé de ciment, qui est comme on va appeler la colle, de granulats, sable, de l'eau et des adjuvants. Donc, pour faire du béton, on a besoin de ciment et de granulats. Et on a besoin donc d'avoir des cimenteries. Donc, on a 3 cimenteries sur l'Est du Canada, une en Ontario, une au Québec, à Montréal, à Saint-Constant sur la rive sud, et une dans les Maritimes. On a aussi des terminales de broyage de laitier de fourneau qui est un ajout cimentaire qui vient densifier les matrices cimentaires. On est également très implanté au niveau des granulats, donc pas juste pour le béton, mais pour la construction d'infrastructures. Donc, on produit à peu près 32 millions de tonnes de granulats à travers l'Est du Canada, à travers 400 sites. Et on est le leader au niveau du béton prêt à l'emploi. Ça, c'est vrai au Canada en général, mais aussi, surtout dans l'Est du Canada, on produit à peu près 3,3 millions de mètres cubes à travers un réseau de 90 centrales de béton. Le point qui est important, c'est on a 3 centres de recherche et développement et de formation. Un à Toronto sur le béton, un autre dans le coin d'Hamilton, dans notre plus gros site de granulats sur l'aspect granulat, et un à Montréal qui est notre centre d'expertise ciment et dans lequel aussi on a un petit coin béton. Donc ça, c'est ce qui nous permet d'innover, de toujours être en avant, de pouvoir proposer des solutions qui sont innovantes, mais qui aussi vont rencontrer les besoins du marché local ici dans l'Est du Canada, donc l'Ontario et le Québec principalement. À Montréal, on a à peu près 450 employés. Comme je le disais, on a une cimenterie sur la rive sud. On a un centre de broyage à Montréal-Est de laitier qui est très important pour nous. On a un bon réseau aussi de granulats, de carrières de sable et de granulats. Sans ça, on n'est pas capable de faire de béton non plus. Puis, surtout, on a un très bon réseau de centrales à béton à Montréal, avec une douzaine de centrales. On a fait l'acquisition aussi de Bétonnière Mobile il y a 2 ans, Béton Mobile du Québec à Laval.
qui sont spécialisés dans des bétons encore plus haute performance, plus spéciaux. Je vais un petit peu en toucher un mot. Puis, surtout, on a le centre de recherche, on a le centre d'expertise ciment à Montréal, à Saint-Laurent, et le centre de formation béton et ciment dans notre site principal qui est à Saint-Laurent. On se veut, pour ceux qui connaissent pas Lafarge ou qui le connaissent de loin, on veut être le chef de file dans les bétons spécialisés au niveau béton. Donc, on a fourni, entre autres, 150 000 mètres cubes de béton haute performance pour la construction du pont Champlain, entre autres. Ça s'arrête pas là. On veut vraiment se distinguer dans les projets les plus complexes, avec une gamme de bétons qui vont répondre vraiment à que ce soit à des conditions d'exposition, de durabilité élevées, des bétons architecturaux, de béton bas carbone, c'est le sujet d'aujourd'hui, mais ça fait partie également d'un besoin qu'on voit de plus en plus dans le marché, mais pas seulement. Les bétons renforcés de fibres, les bétons crochetés, les bétons de masse, puis, comme je disais, avec l'acquisition de béton mobile, maintenant, on vient compléter notre portfolio de solutions avec des bétons modifiés au latex pour des expositions aux chlorures élevées, des bétons à gain en résistance extrêmement élevé pour des réparations d'urgence, donc avec un gain de résistance très rapide à jeune âge, et également notre gamme ductale, donc dans notre gamme de béton ultra haute performance fibré, qu'on est capable de maintenant offrir sur l'est du Canada à travers la division BMQ. Donc, c'est pas mal ça pour l'introduction de la compagnie, notre présence au Québec. Est-ce que c'est bon jusqu'à présent? On va continuer. Donc, pour ce qui est du béton bas carbone, déjà, la première question, c'est de se poser la question pourquoi on va réduire l'empreinte carbone. Alors, lorsqu'on regarde parmi les matériaux, notamment les matériaux de construction, l'empreinte carbone par kilo ou par tonne, on se rend compte que le béton... Quelqu'un a parlé? OK, donc je continue. On se rend compte que le béton, en tant que tel, il émet pas tellement, mais c'est son volume qui fait en sorte que le fait qu'il soit si accessible dans le monde et de manière économique aussi par rapport à l'acier ou par rapport à d'autres types de matériaux et sa performance, que ce soit mécanique ou en termes de durabilité, qui fait en sorte que, de par son volume, lorsqu'on multiplie son intensité d'émission par mètre cube, c'est ce qui fait qu'on arrive à 7 des émissions de GES, par exemple, au Canada. Donc, c'est vraiment ça qui est important à garder en tête aussi. Et le fait qu'il ait un poids quand même assez important, c'est aussi une opportunité pour les gouvernements ou pour la société en général pour justement pouvoir... c'est un levier important de réduction de GES en même temps si on met en place les bons plans d'action. Quand on regarde l'analyse de cycle de vie d'un bâtiment, donc là, c'est vraiment dans le cadre d'un bâtiment, et qu'on regarde la répartition des émissions parmi que ce soit le matériau et le transport, c'est vraiment le matériau qui contrôle les émissions, ou du moins l'empreinte carbone du bâtiment. Lorsqu'on regarde vraiment la répartition entre les différents matériaux, ben c'est sûr que voilà, avec les conceptions traditionnelles, on a à peu près 50%, le béton représente à peu près 50%. L'autre grosse partie, à un peu plus de 40%, c'est le renforcement. Donc, c'est les barres d'armature, l'acier, puis les autres types de matériaux. Si on fait cette analyse-là, par contre, sur d'autres types d'ouvrages comme une maison, comme ici, on se rend compte que le béton est juste utilisé dans les fondations. Et une grosse partie des GES vient de l'isolant, par exemple. Donc, quand on va le voir plus loin, c'est vraiment important d'avoir une approche spécifique, que ce soit à l'élément, à l'application, quand on fait l'analyse globale
du cycle de vie parce que dans un projet d'infrastructure ou de pont, par exemple, le béton, c'est sûr, va prendre plus d'importance parce qu'il n'y a pas d'autres matériaux, mais on va toujours avoir cette analyse globale-là qui va être importante à faire. Maintenant, lorsqu'on regarde au niveau de la mesure de l'empreinte carbone, donc, quand on part vraiment de l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie de nos matériaux, on va regarder les différentes étapes. C'est pas l'extraction en tant que telle du béton qui fait des matières premières d'où vient l'émission. L'émission vient à peu près à 80%, 70-80% du ciment. C'est le processus de fabrication du ciment qui émet le plus. Les 2/3 de l'émission du ciment vient du fait que pour produire le ciment, on doit chauffer notre matière première, donc notre calcaire, à 1400-1500 degrés. Cette réaction chimique-là fait en sorte que, à cette température-là, la pierre calcaire émet du CO2. Donc, ça, c'est les 2/3. Le tiers qui reste à la cimenterie d'émission, c'est les fuels, donc les combustibles pour amener le four à cette température-là. Donc, sur 80% de l'empreinte carbone de notre béton par mètre cube, les 2/3, c'est vraiment la réaction chimique. Et 1/3, c'est vraiment comment on s'y prend pour chauffer les fours et pour arriver à les températures de 1400-1500 degrés. Le reste, l'extraction des granulats, au niveau granulaire, c'est vraiment le transport. Au niveau des granulats qu'on va mettre dans notre béton, c'est le transport. Donc, c'est vraiment le réseau. C'est à quelle distance va se situer notre source de granulats ou de sable qui va être le plus gros contributeur. Donc, on reste toujours dans les 20-25% global. Puis après, c'est les adjuvants. Les adjuvants, même si on en met une petite dose, des doses beaucoup plus limitées, ça a quand même une émission. Donc, ça fait partie de l'analyse d'où viennent les émissions de CO2. Le transport du béton jusqu'aux différents projets, ça a un impact, mais c'est beaucoup plus minime par rapport à vraiment l'émission en tant que telle des processus de ciment. Donc, nous, quand on regarde pour la conception de béton bas carbone, c'est sûr qu'on va aller jouer sur les leviers, ceux qui ont le plus d'impact. Donc, c'est sûr qu'en premier lieu, la première chose qu'on regarde, c'est d'aller optimiser, par exemple, le contenu cimentaire ou d'aller vraiment travailler sur l'aspect cimentaire. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers, la mesure, encore une fois, c'est très important. Et ça, ce n'est pas uniquement vrai pour le béton bas carbone, mais pour pouvoir s'améliorer ou pour pouvoir dire qu'on a une réduction de carbone, il faut déjà avoir un système qui le mesure comme il faut. Aujourd'hui, les consultants ou ceux qui font une analyse de cycle de vie, qui vont dire, OK, tel bâtiment, il a telle empreinte carbone versus tel autre scénario, ils utilisent ce qu'ils appellent une analyse de cycle de vie. Donc, en anglais, c'est Life Cycle Assessment, LCA. Et le béton, où est-ce qu'il contribue? Il va contribuer notamment dans la première phase de production de ce qu'on appelle de A1, A3, via des déclarations environnementales de produits, donc en français DEP ou en anglais EPD. Donc ça, chaque producteur, aujourd'hui, on a les outils pour pouvoir émettre une déclaration environnementale de produits pour chacun de nos bétons. Chez Lafarge, on a à peu près 40 usines qui sont certifiées à travers l'Est du Canada, un peu plus d'une dizaine, quasiment toutes les usines à Montréal, qui sont capables de fournir l'empreinte carbone de nos bétons bas carbone pour Montréal. Et ça, ce que ça prend en compte, donc, c'est la matière première, ciment, granulat, adjuvant. Le transport des matières premières jusqu'à nos usines de béton et la fabrication en tant que telle, donc la fabrication à l'usine. La DEP, donc le document que le producteur de béton fournit, ne tient pas en compte de l'émission de CO2 liée au transport du béton
au site. Ça, c'est l'entrepreneur ou c'est l'autre étape d'après qu'on voit ici au niveau de la phase construction à 4 à 5. Donc, les consultants ou les personnes qui roulent une LCA vont regarder l'empreinte carbone de chaque phase du projet et dans le cycle de vie et ils vont comparer leurs scénarios. Donc, ça, c'est important à tenir en compte parce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui de plus en plus d'aller vers des DEP, des déclarations environnementales de produits. Lorsqu'on regarde maintenant à l'échelle, souvent ce qu'ils vont rouler comme scénario, ils veulent regarder sur les 50 prochaines années, ou 60 prochaines années, c'est quoi l'émission de carbone d'un bâtiment. Alors, en fait, vous allez avoir l'émission, ce qu'on appelle embodied, donc c'est l'empreinte carbone qui provient des matériaux en tant que tel. Ça, c'est la ligne bleue. Et après, vous allez avoir en rouge, c'est l'empreinte carbone liée à l'opération. Donc, ça, c'est souvent, c'est surtout très important au Canada parce que ça, c'est lié à l'empreinte carbone, par exemple, utiliser du gaz naturel pour chauffer le building, l'émission de CO2 de votre électricité. Bon, au Québec, on est assez chanceux parce qu'on utilise de l'électricité qui provient de barrages, donc hydroélectriques, mais il y a des régions, comme dans l'ouest du Canada, où ça va être des centrales thermiques au charbon, par exemple, et ainsi de suite. Donc, ça, en fonction d'où est-ce que vous allez être géographiquement dans le monde, la partie rouge va varier. Elle va varier énormément. Ce qu'ils se rendent compte, c'est que durant les dernières années, les systèmes de production, le CO2 opérationnel en rouge, on a des leviers pour les utiliser. Mais au fur et à mesure que le rouge descend, qu'on l'optimise, la partie bleue en pourcentage prend beaucoup d'importance. Donc, c'est là où aujourd'hui, les gens se concentrent beaucoup sur diminuer l'empreinte carbone à la base des matériaux de construction qu'on utilise. Et c'est là où les solutions bas carbone vont entrer en jeu et vont être importantes. Donc, comme je le disais, au niveau des déclarations environnementales de produits, on en a différents types. Dans la déclaration environnementale de produits, il ne va pas juste avoir l'empreinte carbone. L'empreinte carbone, c'est sûr, c'est ce qu'on regarde beaucoup, c'est ce dont on parle beaucoup. Mais vous allez avoir aussi d'autres paramètres environnementaux, comme l'ozone, comme l'acidification des sols, qui vont se retrouver dans l'empreinte carbone, dans la DEP. Ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'il y a plusieurs types de déclaration environnementale de produits. Vous pouvez avoir des générés, donc qui est une moyenne nationale, qui peut être bonne pour vous donner une idée à très haut niveau d'une solution versus une autre, par exemple le béton versus peut-être le bois ou d'autres solutions, d'autres matériaux. En 2022, ce qui est bien, c'est que pour le béton, il y a eu un exercice qui s'est fait par province. Donc, avec les matières premières que chaque province avait accès, les cimenteries, les granulats et ainsi de suite. Donc, maintenant, on a des DEP qui sont régionales, donc qui peuvent vous dire pour le Québec, c'est quoi l'empreinte environnementale moyenne de tel type de béton, mais vraiment basée sur les matières premières et sur les matières premières et les producteurs régionaux et pas nationaux. Donc, ça rajoute en fait de la précision. Ensuite, on va avoir la déclaration environnementale, ce qu'on va appeler de type 2, qui est plus en fait une autodéclaration du producteur qui dit pour mes mélanges, voici l'empreinte CO2, mais il n'y a pas de vérification qui se fait en arrière. Sur lequel, nous, on a beaucoup plus de demandes et sur lequel où on s'en va le plus, c'est ce qu'on va appeler les DEP de type 3. Ces DEP de type 3, elles sont émises, elles sont spécifiques déjà à un mélange à une usine, donc elles vont vraiment être plus précises, mais aussi, elles doivent être vérifiées et certifiées par une tierce partie.
Donc, vous allez voir des compagnies comme Athena ou Climateers qui vont émettre une DEP spécifique, qui vont la faire vérifier et qui vont la faire vérifier par la STM. Donc, pour les appels d'offres ou pour ce qu'on voit de plus en plus, et normalement, et aussi le fédéral s'en va vers là, c'est que pour prouver votre empreinte carbone ou quelle empreinte carbone vous allez avoir dans votre béton ou même dans votre produit, ça peut être pour les fenêtres ou pour autre, vous allez retrouver de plus en plus ce qu'on appelle des DEP de type 3 qui sont spécifiques et qui sont vérifiés. Donc ça, c'est sûr qu'un d'un point de vue traçabilité, c'est quand même important, surtout pour des industries, pas juste pour la note, là, mais qui sont à haute émission, parce qu'on veut éviter du greenwashing, on veut vraiment s'assurer que les efforts qui sont faits, ben, ça se traduise par quelque chose qui est vrai, quoi, une réduction. Donc, comment ça se passe pour les DEP génériques régionales? C'est que vous allez avoir, les DEP génériques régionales pour un mélange donné. Donc là, je pense que j'ai pris un 20 MPa, un mélange 20 MPa qu'on va utiliser par exemple, pour mes fondations d'une maison ou pour du béton de propreté. Ça va mettre la référence, en fait, parce que quand on va parler de béton bas carbone ou de réduction de carbone, il faut si on parle de 10 oui, mais c'est 10 par rapport à quoi? Donc, dans les projets, vous allez le voir, le benchmark ou la référence va être basé sur ces références-là qui sont via l'association l'ABQ. J'ai le lien que je vais mettre que j'ai mis dans ma présentation pour avoir accès à ces rapports. Ça va vous donner l'empreinte carbone de référence. Et à partir de ça, vous allez pouvoir rouler le scénario donc d'un bâtiment, par exemple, qui utilise différents types de béton. Donc ça, c'est votre référence. Et vous allez pouvoir comparer, si jamais vous allez chercher 10% de réduction, les différents fournisseurs, où est-ce qu'ils vont se situer avec des DEP de type 3 spécifiques, quelle va être la réduction de carbone par rapport à cette référence-là. Donc ça, c'est l'exercice qui a été fait à l'échelle régionale, donc dans chacune des provinces, pour avoir les déclarations environnementales génériques des différents bétons, donc ce qu'on appelle la référence, là, c'est qu'on a pris à peu près 18 à 20 mélanges les plus couramment utilisés et spécifiés dans la norme CSA, et on a regardé au jour d'aujourd'hui, sans forcément de parler de béton bas carbone, quelle est l'empreinte carbone moyenne de ces mélanges-là pour le Québec. Donc, sur l'axe des X, vous avez les différents mélanges. Donc, quand c'est 20 N, c'est 20 PA, pas d'air, non air. 20 avec A, c'est avec de l'air, donc dépendamment de la classe d'exposition. Donc, ça tient compte de la résistance. Donc, ça varie de 20 à 80 MPa. Et aussi, d'une certaine manière, de la classe d'exposition. Donc, quand vous voyez un N, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est les mélanges pas d'air. Donc, c'est les mélanges qui ne sont pas exposés à l'extérieur. Donc, ça va être vos bétons que vous allez retrouver à l'intérieur d'un bâtiment, parce qu'ils ne sont pas exposés au gel-dégel. Ceux avec un C, c'est pour les chlorures, et ainsi de suite. Donc, ça donne le benchmark, ou du moins la référence générale. Nous, Lafarge, ça fait 2 ans maintenant qu'on a lancé notre gamme de béton bas carbone, c'est à l'échelle mondiale, c'est pas juste au Québec, qu'on va appeler EcoPact. Nous, l'approche qu'on a eue, c'est premièrement, avec EcoPact, on va fournir des DEP qui sont spécifiques et pas des DEP qui sont génériques ou qui sont une moyenne, qui vont être spécifiques à notre usine pour vraiment avoir la vraie empreinte carbone de notre béton spécifique à cette usine, parce que dépendamment du réseau d'usine, on ne va pas utiliser le même type de ciment. Les granulats ne vont pas venir de la même source. Et ça va avoir un impact, qu'on le veuille ou pas, sur l'empreinte carbone du béton. Donc, la DEP spécifique, c'est vraiment important. Elles sont vérifiées. Puis, c'est quelque chose qu'on a commencé il y a 2 ans. Puis, on a à peu près 40 usines sur l'est du Canada qui sont certifiées.
Donc, à Montréal, les principales usines, que ce soit Ville-Saint-Laurent, qui est notre site principal, Montréal-Est, Brossard, sont toutes certifiées pour pouvoir fournir ces DEP-là pour les projets majeurs qui se retrouvent dans ces zones-là. Maintenant, au niveau du plan de réduction carbone, donc là, moi, j'ai discuté pour l'instant comment le mesurer, donc à travers les DEP. Maintenant, au niveau, OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a établi une manière de le mesurer? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un plan global à l'échelle mondiale via l'Association mondiale du ciment et du béton, ce qu'on appelle la GCCA, mais aussi au niveau du Canada, pour avoir un plan d'action à court terme et à long terme. Donc, à court terme, d'ici 2030, on veut réduire au niveau béton de 25 les émissions de CO2. Au niveau ciment, c'est 20. Donc, j'ai mis les liens pour les différents rapports globaux. Les différents leviers, comme on va le voir, donc on reprend toute la chaîne. Donc, ça va du clinker, de la production de ciment, de clinker, le ciment en tant que tel qu'on va utiliser dans nos bétons, à l'usine de béton, la conception, la capture de CO2 aussi, et aussi le design de nos infrastructures en béton pour y aller le plus optimal possible. Donc ça, c'est disponible via l'Association mondiale du ciment. Donc, ils ont identifié quel était le poids des différents leviers pour réduire l'empreinte carbone du béton. Donc, comme vous voyez, on y va avec des combustibles alternatifs à l'usine de ciment pour chauffer les fours qui émettent moins de CO2. Ça, c'est notre gamme, ce qu'on appelle l'équivalent, notre gamme de ciment bas carbone, donc avec EcoPlanet. On a aussi une division qui s'appelle GeoCycle, qui s'occupe exclusivement de chercher des fuels alternatifs, donc par exemple des déchets industriels, que ce soit des déchets de la construction, à la place d'utiliser par exemple du charbon pour chauffer les fours, ils vont utiliser d'autres types de combustibles. Donc, ils vont être des déchets, que ce soit des masques, on a des masques ou vraiment des déchets qui, au lieu de se retrouver dans un dépotoir, on l'utilise comme alternative aux fuels traditionnels qui émettent plus de carbone. Donc, ça, c'est un gros levier sur lequel l'industrie, depuis maintenant quelques années, travaille. Et ça s'accélère sur ce niveau-là. On va travailler aussi sur la réduction du clinker. C'est le clinker qui émet le plus de CO2 en général dans la matière qui est produite. Donc, être capable de l'optimiser, le procédé pour le réduire, c'est quelque chose qui est important. Nous, au niveau béton, on va optimiser les mélanges, le contenu cimentaire. On va aussi essayer le plus possible d'améliorer aussi nos processus de contrôle qualité pour qu'il y ait le moins de béton rejeté, parce qu'un béton qui est non conforme, c'est un béton, c'est du CO2 qui a été produit, ou du moins du ciment qui a été utilisé, mais pas vraiment utilisé, qui a été gaspillé en quelque sorte. Un des aspects qui est assez intéressant dans leur étude, c'est que on veut travailler aussi avec les designers, les maîtres d'ouvrage au niveau de l'optimisation et l'utilisation de la conception en tant que telle, avec des approches plus performantielles qui nous évitent de devoir mettre du ciment pour rien, ou qui nous évitent d'utiliser du béton à la mauvaise place, ou pouvoir utiliser les bonnes solutions. Et ça, quand on regarde les chiffres, c'est intéressant parce que ça a quasiment 2 fois plus d'impact que de travailler sur du béton bas carbone à l'échelle du producteur de béton, quoi. Donc, vraiment, travailler avec les concepteurs en amont pour les aider à concevoir des approches bas carbone, c'est très, très important. Puis, ce qui va rester une fois qu'on a essayé d'utiliser tous les leviers existants aujourd'hui, c'est ce qu'on voit de plus en plus, c'est ce qu'on appelle la carbone capture. La capture du CO2 à la source, donc surtout à la cimenterie. Donc là, il y a des gros projets. Il y a un gros projet en Alberta qui est actuellement en cours,
On a un projet de plusieurs centaines de millions de dollars à Saint-Constant pour la modernisation de notre cimenterie à Saint-Constant pour réduire ces émissions-là à la source. Donc ça, c'est vraiment, ça représente, c'est un peu plus pas à moyen terme, mais ça représente énormément d'investissements. On parle de centaines de millions, voire de milliards de dollars ou de fonds. Donc ça, c'est sûr que et c'est à travers le monde. Il y a des projets pilotes et pas juste nous, que l'industrie sont en train de mener en ce moment. Donc, pour revenir au niveau de l'analyse de cycle de vie, où est-ce que les bétons bas carbone, est-ce qu'ils vont agir? Donc, comme encore une fois, dans l'analyse de cycle de vie, ils vont agir sur le produit en tant que tel, à la base, ce qu'on appelle au niveau de A1 à A3. Maintenant, il y a d'autres solutions aussi qui vont peut-être avoir moins d'impact, mais qu'il faut jouer, qu'il faut avoir en tête pour réduire globalement l'empreinte carbone de notre bâtiment. Ça va être sur les autres piliers. Donc, les autres piliers, ça va être par exemple l'utilisation on n'a pas pour l'instant, mais de bétonnières électriques. On n'a pas pour l'instant parce que c'est pas forcément disponible. Vous voyez aujourd'hui, juste pour commander une voiture électrique, le temps que ça prend. Puis, on a jugé aussi que l'impact, en premier lieu, on va se concentrer vraiment sur le matériau parce que ça a beaucoup plus d'impact. Mais ça s'en vient. Il y a des projets en Europe, Lafarge et Holcim, ils ont quelques bétonnières électriques qui sont là-dessus. Puis, on va aussi, par exemple, intégrer des bétons de fibre pour remplacer une partie de l'acier de renforcement dans certains éléments de béton. Ça a un gros impact parce que l'acier, je ne sais pas si vous vous souvenez du graphe que j'ai où je compare les différents matériaux de construction et leurs émissions. Il y a un gros poids carbone encore aujourd'hui. Ils sont en train de changer leurs procédés pour aller avec des procédés et changer le type de fournaise, mais il y a un poids carbone qui est quand même non négligeable, surtout si l'acier vient de Chine. Donc, juste être capable au niveau de la conception, par exemple, d'une dalle sur sol, de convertir notre treillis ou nos barres d'armature en béton de fibre, on peut aller chercher 20 à 30 de réduction juste sur la partie renforcement. Donc ça, c'est quelque chose à tenir compte. Puis sur l'aspect durabilité aussi, quand on va comparer les solutions, quand on compare une solution qui pourrait durer plus longtemps, où on va venir, par exemple, une structure existante, on va allonger sa durée de vie plutôt que de la détruire et de la recommencer à zéro. Mais dans le cycle global de CO2, c'est sûr que ça émet moins de CO2. Donc, l'aspect durabilité, même si elle est difficile à quantifier vraiment à court terme, c'est quand même un aspect important à long terme. Et aussi, l'aspect qu'on regarde beaucoup, et c'est toute la beauté du béton, c'est l'aspect recyclage. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, le béton est un matériau qui peut se recycler à l'infini. C'est-à-dire qu'on peut le recycler comme granulat recyclé, l'utiliser dans le béton, l'utiliser comme fondation routière. Dans le béton, la nouvelle norme CSA qui va paraître en 2024 va permettre un certain remplacement de nos granulats naturels par du granulat recyclé. Donc ça va être un gros avancement. En Europe, c'est déjà intégré depuis un moment. Donc ça s'en vient. Donc ça, c'est un aspect aussi qui est important à tenir compte. Donc maintenant, c'est quoi les différents leviers pour réduire l'empreinte carbone quand on fait la conception de béton bas carbone? Bon, je n'irai pas forcément dans le détail de qu'est-ce qu'il y a vraiment dans nos bétons bas carbone, mais en même temps, quand on regarde les chiffres, encore une fois, la première chose qu'on va regarder, c'est vraiment l'optimisation au niveau du contenu cimentaire. Donc, soit on optimise nos mélanges pour en utiliser un petit peu moins. On va jouer aussi sur le type de ciment qu'on utilise. Donc, aujourd'hui, nous, ça fait 15 ans qu'on utilise du béton, du ciment au calcaire, donc ce qu'on appelle le GUL. Il y a eu un gros changement aux États-Unis l'an dernier. Ça fait encore pas mal de vagues. Donc, il faut savoir que on est une industrie très conservatrice de manière générale, la construction. Donc, tout changement qu'on va apporter qui peut avoir un impact sur le finisseur, sur l'entrepreneur, ça prend beaucoup de pédagogie et d'éducation.
Donc, on va jouer avec le type de ciment qu'on utilise. On va jouer aussi sur les ajouts cimentaires. Ce que font les ajouts cimentaires, c'est qu'on vient remplacer une partie de notre GU, de notre ciment traditionnel qui, lui, a un plus gros poids au niveau CO2. On va le remplacer par, que ce soit du laitier, de la fumée de silice, qui a un poids plus faible. Et en plus de ça, ces ajouts-là identifient la matrice cimentaire. Donc, ils améliorent la durabilité. Et donc, sur ça, c'est vraiment un levier. C'est quelque chose qui est connu, qui est déjà accepté dans les codes et dans les standards. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on regarde. On va favoriser aussi l'utilisation de matériaux, de matières recyclées, comme les granulats recyclés, pour sauver, par exemple, au niveau du transport de matériaux. Puis, on va vraiment optimiser la performance et la durée de vie des mélanges pour qu'au final, on puisse étendre soit la durée de vie de l'ouvrage et en mettre moins ou en mettre à des endroits qui sont plus stratégiques ou qui sont plus optimales. Et on va promouvoir aussi l'utilisation de fibres structurales, que ce soit de la fibre d'acier, de la fibre macrosynthétique. Ça fait les bétons renforcés de fibres. Ça fait peut-être 60 ans, 70 ans que c'est utilisé. Donc, on a quand même beaucoup d'historique. Et les codes commencent à venir à une certaine maturité. Donc, il faut vraiment utiliser ça. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que du moment que vous avez une nouvelle technologie jusqu'au moment où ça va se traduire dans le code, il faut passer au moins 30 ans. Du moins, c'est comme ça que c'est fait c'est au Canada parce que c'est long. Il faut faire ses preuves, il faut changer la CSA, la norme. La norme, après, il faut qu'elle change, il faut qu'elle impacte la prochaine version du code et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que aujourd'hui, si on veut agir rapidement, allons voir, utilisons intelligemment au maximum les leviers qui sont déjà approuvés et travaillons, on n'a pas le choix de travailler en parallèle sur des nouvelles technologies qui vont, elles, être disponibles et matures et tout le monde, les ingénieurs seront confiants de faire cette conception-là peut-être dans les 10-15 prochaines années. Puis travaillons aussi pour essayer d'accélérer d'une certaine manière cette adoption-là ou du moins cette familiarisation avec ces nouvelles technologies. Donc, nous, au niveau des bétons EcoPact, bas carbone, de la manière dont on l'a défini, parce que cette gamme-là, elle est mondiale, notre référentiel, c'est toujours un béton avec du ciment, on va dire GU, ou du moins standard. Et à partir de cette empreinte carbone-là d'un béton fait à base de béton standard, on dit que notre béton bas carbone, il commence à minimum 30%. On fournit l'empreinte carbone, on fournit la DEP spécifique de type 3, donc spécifique à notre usine, à notre mélange. Pour l'entrée de gamme, donc minimum 30% à 50% de réduction par rapport au béton standard. On le design de manière à ce qu'on fournisse une performance équivalente au béton standard. Parce que, encore une fois, c'est très conservateur dans l'industrie. On se doit d'avoir, au moins dans l'entrée de gamme, d'avoir des performances équivalentes le plus possible. Parce que aussi, il y a un coût à vraiment... Parce que sinon, si on avait une solution bas carbone qui était moins chère déjà à la base et qui fournit les mêmes performances, on l'aurait déjà implanté. Et on aurait aucun... Le problème qu'on va avoir, c'est que au fur et à mesure qu'on veut réduire l'empreinte carbone et assurer en même temps les mêmes performances, bien, ça implique soit d'ajouter différents types de matières premières qui, elles, coûtent un peu plus cher que pour du béton standard. Le béton standard, c'est une commodité dans la plupart des projets. On veut optimiser le coût, on veut optimiser le coût pour l'infrastructure. Dans le cas d'un béton bas carbone, le design est vraiment autour de l'empreinte carbone. Donc, ça se peut que le prix ou du moins le coût vienne en second plan. Donc, ce qu'on va retrouver pour l'entrée de gamme, on va pouvoir l'utiliser dans la plupart de nos applications. Pour
la gamme de réduction de carbone supérieure, donc ce qu'on appelle EcoPack Prime et Max, là, on va pouvoir le faire pour des bétons de masse, donc des fondations, des éléments épais, ou pour lequel on va pouvoir optimiser le mélange et réduire encore plus l'empreinte carbone, mais ça a un impact sur les performances, les performances, du moins le gain en résistance notamment. Donc, on ne peut pas le faire pour tous les éléments. Donc, nous, quand on compare les traits en bleu, donc pour les 18 mélanges au Québec standard qu'on a, quand on compare notre gamme EcoPack en vert, donc notre empreinte carbone par rapport au béton standard, de par notre définition à l'interne qui est très agressif, on va se situer en termes de réduction de CO2. Donc là, c'est en termes de réduction de CO2 par rapport au mélange standard de l'industrie, à minimum 20 à 25, dans certains cas, même plus de 30 de réduction par rapport au béton standard. Donc ça veut dire que si vous avez un projet sur lequel vous voulez une réduction de carbone ou une cible de réduction de carbone, avec cette gamme de béton-là, on est capable aujourd'hui d'aller chercher minimum 20 %. Si c'est plus que ça, ben là, il faut se parler parce qu'on a la possibilité, mais il peut avoir un impact sur les performances et aussi au niveau du coût du matériel. Au niveau des performances, encore une fois, l'entrée de gamme, on essaye de la concevoir pour avoir les mêmes performances qu'un béton standard. C'est vraiment quand on va dans une réduction de carbone ou dans une gamme de béton de carbone comme le Prime et le Max qui a une réduction de carbone plus élevée que là, on voit un impact plus important sur le gain en résistance. On va aller chercher la résistance à long terme, mais elle va juste prendre un petit peu plus de temps où il va falloir qu'on modifie la mélange de manière plus importante. Donc, les applications qui restent encore en cours de développement, ça va être donc les bétons qui demandent un gain en résistance rapide à jeune âge. Ça, c'est on est en train de concevoir cette gamme-là en ce moment pour assurer les mêmes performances à jeune âge. Et dans certains types d'ouvrages où traditionnellement, que ce soit les ajouts cimentaires ou ce type de levier-là, sont moins utilisés pour des questions de cure, pour des questions aussi de robustesse en chantier. Donc là, on travaille sur ces types d'applications-là également. Donc, quand on regarde au niveau de la spécification, je dirais ce qui est important, c'est encore une fois, au niveau de traçabilité, c'est de spécifier des DEP de type 3, spécifiques, certifiés et validés par un tierce partie. Ça, c'est important. Favoriser ou du moins permettre, parce qu'on a certains devis qui ne nous permettent pas d'utiliser du béton, du ciment GUL, par exemple, du laitier, ce type d'ajout-là. Ça, c'est un problème parce qu'on vient de totalement enlever les leviers disponibles aux producteurs de béton pour réduire l'empreinte carbone. Au niveau de la conception vraiment des cibles carbone, ce qu'on voit, c'est d'avoir une approche globale par rapport au projet, c'est-à-dire d'établir une cible de réduction globale comme le fait le fédéral en ce moment. C'est-à-dire que vous allez prendre un projet, vous allez établir quelle est l'empreinte carbone globale avec tous vos mélanges pour ce mélange-là, pour ce projet-là avec les empreintes carbone de l'industrie. Ça va être votre référence. Et par rapport à cette référence-là, c'est d'établir, vous voulez combien? Vous voulez 10, 20, 30 % de réduction et de travailler avec les producteurs pour réduire cette empreinte globale de CO2. Au niveau du devis de performance, on va favoriser grandement l'approche performantielle, c'est-à-dire qu'on va spécifier une résistance, une classe d'exposition. On va laisser une certaine liberté aux producteurs pour mettre les ingrédients qui sont pertinents pour aller chercher cette performance ou cette cible de carbone-là et pas être prescriptif. Donc, il y a certains donneurs d'ouvrages, comme par exemple le ministère, ou dans certains devis même, où on va voir dans certains devis prescriptifs qui nous disent mettez tant de kilos de ciment, tel type de ciment. Ça, on ne veut pas vraiment ça parce que ça vient comme geler l'innovation et même parfois, en fait, ça vient complètement, c'est contre-productif parce que ça vient nous enlever des leviers
pour nous permettre une certaine réduction de carbone. On va aussi promouvoir, si possible, par élément, l'atteinte de résistance, non pas à 28 jours, comme c'est traditionnellement le cas, mais si possible, si on peut se le permettre dans certains cas, dans certains éléments, favoriser un gain de résistance jusqu'à 56 jours ou 81 jours. Donc, je vais passer juste rapidement sur après au niveau des points, des certifications LEED, donc des certifications environnementales. Les produits bas carbone ou comme le béton bas carbone peuvent vous rapporter des points. C'est pas très significatif, cependant, c'est là où je pense qu'il y a un travail à faire avec ces programmes-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le minimum, eux, pour avoir ces points-là, c'est 10% de réduction par rapport à la moyenne de l'industrie. Donc, quand nous, on arrive avec une gamme qui propose 20 ou 30%, ça ne donne pas plus de points pour le LEED, pour l'instant. Donc, ça, c'est sûr que c'est pas un problème, mais c'est quelque chose qui va devoir être modulé à l'avenir pour pouvoir encourager à ce que les producteurs et même les personnes qui veulent développer des solutions qui sont plus bas carbone et soit un incitatif ou au moins puissent être encouragés dans ce sens-là. Au niveau Envision, pour les projets d'infrastructure, donc LEED, c'est plus ce qu'on va retrouver dans les bâtiments. Infrastructure, c'est plus Envision. Donc, vous avez, si vous regardez le programme Envision, c'est vraiment dans la catégorie climat et résilience que là, on va voir différents pointages au niveau des bétons bas carbone. Ce qui est bien du Envision par rapport au point LEED, s'il y a quand même une reconnaissance du pourcentage de réduction. C'est-à-dire que nous, avec un béton bas carbone qui réduit à peu près de 30%, on va pouvoir donner plus de points Envision à cette solution-là qu'à une qui fournit juste 5 ou 10%. Alors que LEED, une fois que vous atteignez votre 10% minimum, vous avez tout au point, puis ça sert à rien d'y aller plus agressif au niveau de réduction de CO2 parce que ça va coûter probablement plus cher, puis ça va pas être reconnu par le programme. Donc ça, c'est ça. Au niveau des matières recyclées, c'est la même chose. Ce que j'aime du programme Envision, c'est qu'il y a une certaine reconnaissance en fonction de la quantité de matières recyclées qu'on est capable de mettre dans nos mélanges, ce qui n'est pas forcément le cas dans le point de LEED, encore une fois. Donc, pour les projets infrastructure, ça peut faire une différence. Juste brièvement, quelques études de cas. On a des gros projets, que ce soit en Ontario. En 2022, on a coulé à peu près 280 000 m3 de ces bétons-là pour des projets d'infrastructure, pour des projets, que ce soit à Toronto. On a à peu près 70 000 m3 de ce béton-là à Ottawa pour le gros projet d'extension OLRT avec une exigence de durée de vie de 100 ans où on est capable d'aller chercher des grosses réductions de carbone. Donc, ça, c'est très bien. Dans le bâtiment aussi, donc on a fait des analyses de cycle de vie avec des experts à Toronto où ils ont été capables de réduire de minimum de 13% l'empreinte carbone globale du projet juste en utilisant cette solution-là. Donc voilà. J'espère que j'ai été assez clair, puis s'il y a des questions, ça me prend plaisir d'y répondre. Je vais essayer d'aller assez vite. Oui, merci beaucoup, Nicolas. Ceux qui ont des questions, soit dans le chat ou vous pouvez ouvrir directement votre micro pour la poser. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Et toi, je ne savais pas que la majorité de l'émission venait de la réaction chimique. Je pensais que c'était plus le fait de chauffer. Non. Donc là, c'est effectivement, comme tu disais, ça va être la captation, je pense, qui va être... Ouais. Il y a différents leviers, mais c'est sûr que... J'aurais une question. Oui, allez-y, Marcel. Oui, merci Nicolas, c'est très intéressant. D'une part, moi j'avais une question. Là, on a déjà rencontré des gens qui faisaient de l'injection de CO2 dans le béton. Est-ce que c'est quelque chose que, bon, je ne sais pas jusqu'à quel point que ça réduit, mais c'est quelque chose qui intéresse la part, là, parce que selon les gens avec qui on avait parlé, ils font ça un peu partout, sauf dans l'Est du Canada. Alors, on l'a évalué de très, très près. Je veux dire, c'est quelque chose qui a été mis, nous, sur notre table en 2016.
Puis on a eu plusieurs phases de programmes de recherche. De recherche. On en a même encore un, parce que la question forcément revient sur la table. Pourquoi Lafarge ne fait pas ça? Puis nous, ce qu'on a fait, on a fait une étude vraiment rigoureuse. On met l'injection versus on ne le met pas, puis on n'a pas vu de gain. Pas avec les mélanges qu'on a vus, qu'on a testés. Donc, pour nous, on jugeait que c'était quasiment 3 fois plus efficace de couper 1 kilo de ciment que de faire d'avoir cette approche-là. En plus, il y a des coûts quand même assez importants, mais la technologie peut évoluer. Donc, moi, je veux dire, moi, en tant que directeur R&D, je me dois de rester ouvert. Je veux dire, si c'est pour fonctionner dans certains types de béton, on va le regarder aussi, quoi. Mais à l'heure actuelle, on a jugé que les leviers qu'on a pour l'instant dans notre gamme de béton bas carbone étaient beaucoup plus efficaces que cette approche-là. Je pense qu'elle est noble et puis, bon, c'est toujours beau, mais quand on regarde vraiment les chiffres, moi, ce que je veux en bout de ligne, c'est que déjà, bon, la performance est là, mais c'est que surtout, dans ma DEP, j'ai une réduction de carbone. Si je n'ai pas de réduction de carbone, déjà, c'est un problème. Donc, soit la réduction de carbone qu'on injecte, on est capable de la capturer dans la DEP directement, ou indirectement, si je suis capable d'améliorer mes performances, donc de couper du liant, ben c'est là d'où vient la réduction de carbone. Mais au jour d'aujourd'hui, avec les travaux qu'on a fait, puis c'est sûr que nous, on est déjà un producteur qui est très optimisé dans nos conduits cimentaires. Donc, je ne sais pas, peut-être que ça a marché dans d'autres cas de figure, mais on a quand même évolué sur 3 programmes de recherche. À l'heure actuelle, on n'a pas vu ce gain, mais peut-être que la technologie va évoluer et va nous permettre de faire ces gains-là. OK, merci. Juste un petit point, est-ce que c'est possible de partager la présentation? Oui. OK, merci infiniment. Ce sont mes coordonnées si jamais tu veux avoir une présentation plus détaillée. Puis la présentation a été enregistrée, Marcel. Elle sera disponible aux membres de Francogénie, je crois. Mais tu me confirmes, Luc? Oui, mais après, on peut la mettre en public aussi sur YouTube, si ça ne te dérange pas, Nicolas. Moi, ça me va. Je n'ai pas dit de secret d'État ou ça me va. OK. Est-ce qu'il y a une autre question rapide, puisque je vois qu'on est quasiment à 13 heures? Laurent, qui ouvre son micro? Nicolas, merci pour cette présentation. J'avais effectivement une petite question par rapport à la feuille de route, notamment de Montréal pour les objectifs de transition écologique, où on voit que dans la feuille de route, c'est surtout en fait la phase d'exploitation qui est visée. Et est-ce que c'est pas un petit peu dommage de sentir que quand un industriel tel que Lafarge est prêt pour accompagner des phases de l'ensemble de vie de bâtiments, que cette étape-là, qui est à horizon 2030, ne soit pas plus intégrée dans les feuilles de route? Alors, c'est sûr que moi, je veux dire, moi, c'est pour ça que c'est important qu'on fasse ce type d'appel. Je pense qu'en tant qu'industriel, par contre, on a une responsabilité de se connecter avec donc on travaille avec les associations pour, pas tout le monde, il y a un travail éducatif très important, je trouve, parce que pas tout le monde est au courant des différents leviers qui existent. Et je pense que c'est super important qu'effectivement donc moi, mon rôle, je représente Lafarge, mais je représente aussi la partie béton industriel, c'est de connecter avec ces personnes-là et de promouvoir qu'il y a des solutions qui existent. Mais je pense que la discussion va arriver. Elle va arriver, là, on a vu durant les 2 dernières années, les gens commençaient à savoir, OK, de quoi on parle. Là, vraiment, le fédéral, cette année, ils vont le mettre quasiment obligatoire qu'il faut fournir les DEP environnementales. Ils ont une réduction sur les projets fédéraux de plus de, je pense, 100 mètres cubes. Il faut avoir une cible de réduction de 10% à la base sur le bâtiment. Avec, je pense qu'en 2030, ça risque pas en 2030, mais en 2025, c'est 30%.
Donc, au fur et à mesure qu'on va voir ces instances-là emboîter le pas, la discussion va devoir avoir lieu parce qu'à l'interne, ils vont avoir des personnes qui vont dire, OK, c'est quoi notre roadmap et qu'est-ce qui est possible de faire? Et c'est là où ça va être important que les industries soient disponibles pour dire, voici qu'est-ce qui est disponible de faire, donc via l'association béton ou ciment. Donc, nous, on est totalement ouverts pour faire cet exercice-là et montrer qu'est-ce qui est disponible de faire. OK. Écoutez, je vous remercie. Je vois qu'il est 13 heures passées pour respecter notre horaire. Un gros merci, Nicolas. C'était très complet, très bien analysé. Puis, à bientôt, tout le monde. Et puis, on espère vous retrouver sur nos conférences Francogénie à venir. Et bonne soirée à ceux qui sont en France. Oui. Nous, on repart pour l'après-midi. Merci, bonne journée.